Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis un peu une sorte de hacker social des objets connectés dans cette matinée. Je viens vous parler d'un sujet qui me turlupine depuis quelques mois, et notamment depuis que j'ai visité le dernier CES à Las Vegas, qui donne lieu au rapport que certains connaissent, que je produis tous les ans en janvier. Et après avoir vu des centaines d'objets connectés en tout genre, je me suis fait l'observation suivante, qui était de me dire finalement, beaucoup de ces objets-là, ils avaient tendance à gérer des angoisses du quotidien. Suis-je en bonne santé? Vais-je être malade ou pas? Est-ce que ma maison est bien protégée? Est-ce que mes enfants sont bien rentrés de l'école? Et quand on regarde un petit peu la classification des objets connectés qui sont proposés, en tout cas aujourd'hui sur le marché, on constate qu'une grande partie des objets correspondent à ces angoisses, et deux, ont tendance à produire des informations qui sont, je dirais, relativement froides. C'est des tableaux, alors des courbes de poids, des courbes de ce que vous voulez. Dans la table ronde précédente, on a beaucoup parlé de données. Et les données, elles sont froides en général. Et l'environnement concurrentiel dans lequel les objets se situent aujourd'hui, il ne faut pas le négliger, c'est un environnement où on est submergé d'usages divers et variés dans le numérique. Et il y a deux usages principaux aujourd'hui dans le numérique qui ont une très forte valeur émotionnelle et qui, à mon sens, jouent un rôle de concurrence très forte face aux objets connectés, qui va probablement générer un changement de donne au niveau de la création des objets. C'est tout bêtement le monde des contenus. Que vous regardiez la télévision, de la vidéo sur YouTube, que vous utilisiez un jeu, tous ces contenus, ou que vous lisiez Le Monde ou Le Figaro ou Rue 89, quel que soit le média que vous allez consommer, c'est un média qui vous apporte en général de la distraction, de l'information, avec un contenu émotionnel. Et le contenu émotionnel, il est fort, que ce soit les résultats des européennes ou le dernier film de Hollywood ou du Festival de Cannes que vous alliez voir au cinéma. Donc une charge émotionnelle qui est très forte. Quand vous commandez un produit en ligne, qui est une action qui, au demeurant, a l'air relativement banale, vous avez aussi une charge émotionnelle très forte, ne serait-ce que l'attente de la livraison. Je sais pas, vous avez sûrement vécu ça, vous commandez sur Amazon ou la Fnac un truc, le dernier gadget d'Apple, et là, vous avez les boyaux qui se tordent tant que votre truc n'est pas arrivé à la maison, avec colis post qui vous livre. Et donc là, il y a une espèce de charge émotionnelle très forte, puis après, il y a la découverte du produit, l'installation, et quand ça marche, on est content. Et puis après, on se dit, bon, quel est le rêve suivant et quel est le produit suivant qu'on va s'acheter, soit dans 2 mois, quand on a de l'argent, soit dans 2 ans quand on n'en a pas. Et autre catégorie de produits, et vous les avez tous dans votre poche, c'est votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur. Et si vous regardez bien ce que vous en faites, en général, ça vous sert à vous gonfler d'adrénaline émotionnelle toute la journée pour vérifier que vous existez encore au regard des autres, via les réseaux sociaux, via le mail, via le SMS. Et tout ça, c'est très très fort. Pourquoi vous êtes là ici ? Parce que vous pourriez rester chez vous, regarder la conf en streaming vidéo. Vous êtes là parce que vous venez rencontrer des gens. Rebelote, charge émotionnelle. Et donc, les objets connectés qui arrivent sur le marché aujourd'hui, pour l'instant, à mon sens, ils arrivent très très bas dans cette sorte d'échelle de Richter de la valeur émotionnelle. Et le challenge que vont avoir les constructeurs, les sociétés qui proposent ces objets, et les logiciels et les contenus qui vont avec, ça va être d'augmenter leur valeur émotionnelle pour qu'elle soit à peu près au même niveau que tous ces autres outils et toutes ces autres expériences que je vous ai citées. Alors aujourd'hui, on en est loin. Et je vais vous donner, justement, dans ma présentation, quelques exemples de sociétés ou d'agences de communication qui ont essayé de faire ça. Alors, avec plus ou moins de bonheur, vous allez voir, hein, c'est rigolo, c'est un peu un bêtisier. Mais il y a de nombreuses tentatives. Je me bats avec le fil, excusez-moi, qui n'est pas très connecté, justement. Donc, vous allez voir quelques exemples intéressants de tentatives. Alors, j'en ai vu une à Las Vegas qui m'a marqué, c'est cette boîte. Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est que cette boîte? C'est un objet connecté, hein. C'est américain. Eh ben, cette boîte, c'est une boîte qui permet de ranger votre pistolet, votre Magnum 357, et qui permet de le sécuriser dans une boîte. Et l'histoire marketing de la société dit que vous allez pouvoir ouvrir la boîte avec vos empreintes digitales ou avec un code RFID. Et l'histoire dit que grâce à ça, ça va aller plus vite. Bon, au moins, les enfants ne vont pas pouvoir utiliser le flingue. Mais bon, alors voilà, ça, c'est vachement émotionnel. Vous imaginez bien qu'on est loin du compte, mais c'est des objets du monde réel aux États-Unis. Alors, quand on parle de wearable device, si on prend cette demoiselle qui existe vraiment, hein, c'est une amie, vous photographiez en studio, donc vous pouvez lui mettre tout ça sur le corps, des lunettes pour contrôler les rêves. Là, on est proche de l'émotionnel, ça existe. Hein, c'est REMI, ça s'appelle REMI, R-E-M-E, qui s'appuie sur une technologie de captation des ondes cérébrales et qui permet de savoir où est-ce qu'on en est dans les phases du rêve, et après de vous faire changer d'étape dans le rêve pour devenir en gros semi-éveillé et contrôler un petit peu votre rêve, notamment près des phases de l'éveil.
Donc là, on est très proche de l'émotionnel, puisque ça permet de se mémoriser plus facilement les rêves et de contrôler leur issue à la fin de votre sommeil. Là, on n'est pas loin. Par contre, quand vous mettez un Fitbit qui vous donne le nombre de kilomètres que vous avez parcouru à pied, quand vous l'avez fait 3 mois, à la fin, vous en avez marre et c'est pas très intéressant. Netatmo qui vous permet de contrôler votre bronzage a une valeur émotionnelle indirecte, puisque le bronzage est lié à l'apparence physique, donc à l'attractivité éventuellement à la plage l'été pour les jeunes, voire les moins jeunes, et ça peut avoir une valeur émotionnelle. Par contre, les baskets connectées qui comptent le nombre de pas, c'est aussi con que le Fitbit qui compte le nombre de pas. La brosse à dents connectée, qui mesure avec précision là où vous avez brossé les dents, permet de faire un challenge entre les enfants dans un monde un peu hypothétique où les enfants s'amusent à se brosser les dents tous les soirs avec une gamification générée par les parents. Ben, ça, c'est l'idée des constructeurs de ce genre de truc. Vous avez le t-shirt connecté qui est fait que pour les femmes qui mesurent leur stress. Ça existe, hein. Pas pour les hommes, que pour les femmes, comme si avec les femmes qui avaient du stress. Et vous avez la raquette qui mesure vos sets, vous avez le ballon qui mesure le nombre de fois qu'il est rentré dans le trou au basketball, je ne vois pas pourquoi il faut un objet pour ça. Et vous avez surtout la petite cassette qui est là, qui est un truc classique, ça existe depuis 5-6 ans, vous le mettez sur votre chat ou votre amant, et ça génère une alerte sur votre téléphone s'il s'éloigne trop loin. Bon. Donc là, c'est pour éviter de perdre, encore une angoisse, hein, pour éviter de perdre un objet ou une personne ou un animal. Donc voilà le genre de truc qui existe aujourd'hui. Vous voyez, la valeur émotionnelle est très variable d'un objet à l'autre. Alors, il y a beaucoup d'objets qui, aujourd'hui, permettent de mieux dormir. Ça, c'est intéressant parce que les objets qui permettent de mieux dormir, ils couvrent une phase de la vie qui représente normalement, pour les gens à peu près normalement constitués, environ un tiers de la vie. Donc c'est vrai qu'améliorer la qualité d'un tiers de la vie, qui elle-même d'ailleurs va avoir un impact indirect sur la qualité des 2 autres tiers, parce que quand on dort mal, on est mal luné la journée, ça peut avoir un sens. Alors il y a plein d'outils qui existent pour surveiller le sommeil des bébés, des adultes, mis dans les oreillers, dans les lunettes. Il y a la luminothérapie avec ce Aura de WeThings. Vous avez des sensor pads qu'on peut mettre sous le lit, sous les draps. Il y a tout un tas de trucs qui existent. Et voilà un exemple. Alors vous avez les Asiatiques, alors eux qui résistent devant rien. Il y a la couche connectée. Alors ça c'est super émotionnel. Alors en fait c'est des couches qui sont faites pour les personnes âgées. Alors, pas pour les enfants, pour les personnes âgées. Pourquoi ? Parce que ça permet d'améliorer de réduire les coûts de suivi des personnes âgées dans les maisons de retraite. Donc ils mettent ça dans les fesses des personnes âgées et donc ça alerte les assistantes dans la maison de retraite pour aller changer les couches des personnes âgées quand il faut le faire. Donc vous avez un capteur d'humidité dedans, c'est absolument génial. Et ça, c'est les Coréens qui ont inventé ça. Alors, vous imaginez une start-up française qui sort avec ça, la tête du VC quand il va avoir la start-up, quoi. Donc, en Asie, c'est pas un problème, hein. Alors là, vous avez un autre exemple que je trouve assez rigolo. Ça, c'est un truc que vous allez voir très fréquemment dans les 12 à 24 mois qui viennent. C'est une initiative d'une société qui s'appelle Cadbury. Vous connaissez les chocolats Cadbury ? Enfin, c'est le Nestlé aux États-Unis, en gros. Cette boîte a décidé de faire une sorte d'événementiel, d'objets connectés événementiels dans le cadre d'une campagne qui consiste à communiquer sur la joie de la consommation du chocolat. On sait d'ailleurs que le chocolat est un psychotrope, donc c'est pas inutile de le savoir. Et donc, ils ont demandé à un studio de design new-yorkais de concevoir une veste connectée qui s'illumine, comme vous voyez sur la photo. Alors j'ai la vidéo, mais on n'a pas le temps de montrer les vidéos. Qui s'illumine avec les LED que vous voyez ici, avec des petits trucs en éventail qui sortent derrière la tête de la fille, au moment exact où elle sort la tablette de chocolat de la poche de la veste. Il faut le faire quand même, hein. Alors c'est un one-time usage, hein, donc ça sert que à la pub. c'est pas le truc que vous allez acheter tous les jours, sauf si vous voulez vraiment faire fureur en soirée. Mais enfin, une fois que vous l'avez fait une fois, c'est terminé. Et la deuxième fois, ça marche plus, quoi. Et ça d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup d'objets connectés. J'en ai un autre du même genre qui va vous faire rigoler normalement. Alors là, vous avez une veste connectée qui ressemble finalement à la précédente, sauf qu'elle n'a pas d'éventail et pas de loupiote. Et cette veste, en fait, elle est faite pour les gens qui marchent dans la rue, un peu comme ceux qui ont un Fitbit, sauf que en fait, c'est une veste GPS, à savoir qu'elle est connectée à Google Maps et elle va vous indiquer en faisant vibrer la manche droite ou la manche gauche de quel côté il faut tourner dans la rue quand vous marchez. Donc vous marchez, ok, je vais à droite, à gauche, et comme ça jusqu'au bout de votre trajet. Donc c'est super marrant. Et si vous voulez vraiment aller avoir l'air con, vous rajoutez des Google Glass, et comme ça vous aurez la totale. Donc ça, c'est le genre de truc qui vient des agences de com. Alors en fait, moi, ma prédiction en 2014, c'est de dire qu'en 2014, vous aurez plein d'agences de com à la con qui font des objets à la con pour des marques à la con, pour des scénarios à la con, mais au moins elles feront parler d'elles. C'est un peu l'exemple ici, quoi.
Alors, vous avez aussi Interaction. Je ne sais pas si vous connaissez cette boîte canadienne qui était intervenue 2 fois à Le Web à Paris il y a quelques années. Alors, eux, ils ont un système qui capte les ondes cérébrales. Il y a une dizaine de marques qui font ce genre de choses aux États-Unis. Et donc, c'est associé à du logiciel qui mesure vos ondes cérébrales et qui, par exemple, va mesurer votre réactivité à des impulsions qui viennent de logiciels, de jeux ou autres, et qui, là, permettent éventuellement de capter vos émotions pour après ajuster la réactivité d'un logiciel. Et en fait, c'est un produit qui est conçu comme une plateforme. Ce n'est pas un logiciel avec un objet, avec juste une application. C'est un capteur qui permet à toute une catégorie de logiciels qui ont une capacité à capter l'émotionnel du cerveau, eh bien, à ajuster donc, leur rendu. Alors là, je vais vous montrer le truc qui est le climax, si on peut dire, de ma présentation. C'est Touch over the Internet. Donc ça a été inventé par une agence de com à New York encore, new-yorkais, je ne sais pas si c'est à New York, ils sont très forts pour les trucs connectés. Et c'est un système de caresse à distance. Et ça a été sponsorisé par une marque que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Durex. Et donc, on va lancer la vidéo. J'espère que ça va marcher, la vidéo. Où quelle est la vidéo? Vous regardez la vidéo. Avec le son. Hey, baby. What's happening? Oh, I missed you. I miss you too. I want to touch you. I want to touch you too. I really want to touch you. Hey, Do it. do it. Do it. You're not gonna know where it comes from. Oh, no. Donc la vidéo continue comme ça. Donc en fait, c'est un système avec un logiciel sur le smartphone. Et le soutien-gorge contient des systèmes haptiques, donc qui génèrent des vibrations en fonction du toucher sur le smartphone. Alors voilà, bon. Alors ce qui est très marrant, c'est que on peut arrêter la vidéo, ça ira, je pense. Ce qui est très marrant, c'est que là, on est exactement dans un scénario qu'on apprend dans les business schools. C'est une innovation schumpeterienne. Vous savez, vous connaissez le principe de l'innovation schumpeterienne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se tire une balle dans le pied sur un business existant pour créer un nouveau business. N'oubliez pas, c'est Durex qui finance ça. Parce que les capotes pour l'amour à distance, c'est un peu difficile à vendre. Donc en fait, il s'applique, il s'adapte au numérique et au fait que, bon, en même temps, ça maintient la relation pour que quand elle reviendra, ça se passera mieux. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir le lien entre le sponsoring et le scénario, qui est finalement une extension du business de Durex, consistant à vendre ce genre de solution. Alors je ne sais pas si l'ARPU va être très bon avec ça, parce que une fois que vous avez testé l'engin une seule fois, je ne suis pas sûr qu'à la 12e fois, votre copine elle apprécie tant que ça d'être caressée comme ça. Bon, c'est le genre d'objet rigolo. Alors vous avez évidemment les casques Oculus Rift. Donc ça, vous connaissez, hein, ils sont en démo dehors. Donc en termes de valeur émotionnelle, c'est très intéressant. Ça remplace le monde réel par un monde virtuel qui est pourri, qui est en 3D approximative, en l'état actuel des choses. Mais peut-être qu'un jour, dans quelques années, on aura un réalisme plus grand, un temps de latence plus faible, parce que je ne sais pas si vous l'avez testé, moi je l'ai testé dehors. Il y a un temps de latence de la vidéo quand vous tournez la tête. Pourquoi? Parce que le calcul de la vidéo derrière est un petit peu lent. Donc le système perd un peu les pédales. Ça dépend de la puissance du logiciel et du matériel qui supporte la vidéo derrière. Mais on peut imaginer des mondes virtuels. On peut imaginer un Second Life qui marcherait sur Oculus Rift. C'est peut-être ce que Facebook nous prépare depuis qu'ils les ont rachetés à 2 milliards de dollars. Mais c'est un petit défi qui se présente à eux, en tout cas. Alors, dans la cuisine aussi, il y a des choses intéressantes du point de vue émotionnel. Pourquoi? Parce que dans la cuisine, il y a beaucoup d'objets. L'alimentaire, hein, d'ailleurs, c'était le job de Camille Desmoulins, quand il avait Super Marmite. Tout ce qui est lié à l'alimentation est vraiment lié au plaisir, à l'émotion. Et donc la manière dont les objets connectés dans l'univers de la cuisine vont permettre d'apporter de l'émotion est un potentiel de marché qui n'est pas négligeable. Et d'ailleurs, c'est un cas de figure très intéressant où la valeur du produit, typiquement si on prend la cocotte minute Seb, dont j'ai oublié le nom, je crois que ça s'appelle NutriCook, qui est une cocotte minute connectée à votre smartphone, qui permet de suivre la cuisson, la température, la pression, etc. Eh bien, cette cocotte minute, elle a une valeur qui est reliée à la valeur du contenu qui est associé. Donc là, on n'est plus dans le domaine où il y a juste des datas, des courbes. C'est le contenu qui est associé avec des conseils qui a de la valeur. Comme ça a été cité tout à l'heure dans la table ronde, les contenus jouent un rôle aussi important que les datas pour apporter de la valeur, notamment de la valeur émotionnelle, aux produits que vous allez utiliser. Alors vous avez un cas un peu extrême, toujours chez les Asiatiques, parce qu'ils sont très rigolos. C'est le cas du frigo qui vous parle avec des SMS. Donc vous partez de chez vous et votre frigo, il vous répond « Have a nice trip ».
I'm going to miss you. Non, c'est marrant quand même. Hein. Et après, switch to vacation mode, ça c'est moins drôle. Et initiating smart power saving mode. Donc le frigo, il se met en mode veille, je sais pas quoi. Pareil pour les différents appareils ménagers dans la maison. Alors pourquoi ça marche au Japon ou ça marche en Corée? Ça marche parce que là-bas, on accorde plus facilement une valeur émotionnelle aux objets, typiquement les robots, que chez nous en Occident, dans la culture judéo-chrétienne. Dans la culture asiatique, cette valeur est plus facilement projetée sur un objet. Et donc, ça veut dire que des objets qui ne marcheraient pas forcément au départ chez nous vont marcher plus facilement dans ces pays-là. Mais ça explique aussi le succès initial du Tamagotchi au Japon, qui après a inondé le marché des jeunes en Occident. Mais ça a d'abord démarré au Japon pour cette raison-là. Alors, autre exemple que je trouve rigolo, c'est les objets connectés pour les animaux. Alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps une start-up qui s'appelle Biopic, qui vient d'une région française, mais j'ai oublié laquelle, c'est pas des Nantais je crois. Et cette start-up, elle permet d'avoir des vaches connectées dans le pré. Donc en fait, c'est un capteur qu'on met sur la vache, ça mesure sa température, sa glycémie, etc. Et ça prévient l'agriculteur en temps réel des vaches qui sont malades pour leur foutre des antibiotiques ou je ne sais pas quoi, ou de l'homéopathie, je ne sais pas comment on fait avec les vaches. Et donc vous avez les animaux domestiques qui est un énorme marché aussi. Alors dans les animaux domestiques, il y a ce produit que je trouve assez super. Donc Kitio, je crois que j'ai une photo derrière. Alors voilà, bon là c'est assez froid comme présentation. Il y a une vidéo que vous pouvez trouver sur Internet si vous avez la patience. Donc ça c'est un distributeur de croquettes à chat émotionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait le distributeur à croquettes il contient un haut-parleur et une caméra vidéo et un laser qui permet en fait de dialoguer avec son chat à distance. Donc maintenant, grâce à ça, au lieu de faire les cons sur Facebook à regarder vos timelines au bureau, bah, vous allez occuper votre chat du bureau à la maison. Donc, oui, parce que votre chat, il s'embête à la maison. Donc, il faut l'occuper. Donc, vous l'occupez comment? Vous l'occupez en lui parlant et vous l'occupez en lui envoyant un rayon laser sur le sol qui va... vous savez, les chats, ils suivent les trucs qui bougent. Donc, vous envoyez un rayon laser sur le sol, le chat, il va suivre le truc là. Et comme ça, vous allez le guider vers les croquettes. Parce que le chat, il est con. Il est con, en tout cas, le chat, il faut lui dire, viens là, sinon il ne vient pas. Quoi. En fait, les chats, ils sont beaucoup moins cons que ça, en vrai. Mais... Donc, c'est à ça que sert le produit. Alors, il y a une version pour les chiens. Mais la version pour les chiens, elle marche sans caméra. Parce que le chien, il va chercher les croquettes sans qu'on lui demande. Et d'ailleurs, il existe même aux États-Unis une chaîne de télévision pour les chiens. Et ça s'appelle Dog TV. Et cette chaîne de télévision pour les chiens, qui a été lancée il y a 2 ans, je les ai rencontrés, et ça existe vraiment, je crois que c'était une blague, moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est une chaîne où il y a des chiens à l'écran, et ça occupe les chiens qui s'emmerdent chez eux quand le propriétaire n'est pas là. Et bah, ça, c'est l'émotionnel pour les animaux. Et donc, ce truc est vachement marrant, parce qu'à Cannes, là, en avril dernier, ils ont lancé l'application tablette et smartphone de Dog TV. Alors je suis allé sur le stand, je leur ai dit mais ça sert à quoi votre truc? C'est le chien qui manipule l'application, là, comme les enfants de 2 ans. Ah non, ça c'est pas prévu encore, c'est pour le propriétaire quand il est en vacances avec son chien. Donc maintenant, non seulement on occupe les enfants en regardant la télé depuis quelques décennies, mais on va occuper son chien en lui foutant une tablette sous le nez qui affiche des chiens sur la tablette. Donc voilà le genre de conneries qui sont inventées. Donc PetNet, là c'est la version chien, mais sans la caméra, sans la vidéo. Alors vous avez aussi ce truc-là, qui est, alors pour des Français, est absolument incroyable. C'est un système de synthèse de vin accéléré. Donc c'est un produit américain. Vous mettez dedans de l'eau, de la poudre, je sais pas quoi, et en quelques heures, ça fabrique du vin. Mais c'est grand, ça fait 40 cm de haut, hein, et ça vous fabrique, je sais pas, 775 centilitres de vin. Et hop, vous appuyez sur un bouton, vous servez. Bon. C'est le machin, il va coûter $400 si vous voulez. Donc c'est même plus simple d'aller chez Walmart et d'acheter une bouteille de vin française, mais bon, voilà le genre de conneries qui vont être inventées. Alors l'écosystème des objets connectés, finalement, c'est un écosystème où, alors vous avez des capteurs qui sont chiants à mourir, il y en a une dizaine à peu près que vous pouvez mettre dans tous ces objets. Il faut savoir, par exemple, tous les objets qui mesurent la vitesse ou l'accélération, ils ont tous le même capteur. Ce capteur, il vient de ST Microelectronics, j'en ai parlé hier dans la conférence sur les semi-conducteurs, qui est le leader mondial dans cette catégorie de produits. Mais il y a tout un tas d'autres capteurs, il y a des caméras, des capteurs de température, des capteurs de pression. J'ai regardé sur Wikipédia, il y a, je crois, plus de 300 capteurs différents disponibles sur le marché. Aujourd'hui, dans les wearable devices, dans les objets connectés, on a tendance à en utiliser qu'une douzaine en moyenne, mais potentiellement, on pourrait capter un tas de trucs. On peut capter la pollution dans l'air, on peut capter la qualité de l'air, le taux de CO2. Il y a beaucoup d'applications dans le domaine de l'environnement. Alors, à partir de là, on a des objets, souvent en mono-application, reliés à une application qui est sur le smartphone. Et après, la question qui se pose, c'est comment on gère ce bazar, notamment pour coordonner les différents objets qu'on a ou sur soi, ou à la maison, ou éventuellement dans les bureaux. Et ça, c'est un des gros challenges. Alors, il y a des études qui ont été faites, qui corrobore un petit peu l'impression que j'avais il y a quelques mois. Une étude qui a été faite aux États-Unis, qui est un pays avec beaucoup d'early adopters de ces objets-là, et
qui indique le taux d'utilisation des objets par mois après l'acquisition. Alors ce que ce tableau montre, c'est que vous voyez, au bout de 18 mois, il y a la moitié des gens qui ont abandonné l'usage de l'objet. Et ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas le cas de votre smartphone. Si vous avez acheté un smartphone il y a 2 ans, vous l'utilisez probablement encore plus qu'il y a 2 ans. Parce que vous avez installé de plus en plus d'applications dedans, parce que c'est une plateforme générique, parce que vous allez jouer, communiquer, regarder de l'information, faire à peu près tout et n'importe quoi avec. Il y en a certains qui, notamment en Afrique, font tout avec le téléphone. Ils n'ont pas d'ordinateur, ils payent avec le téléphone, ils font du commerce avec le téléphone, ils font tout avec le téléphone. Ben là, c'est le contraire. Le taux d'usage baisse avec le temps. Pourquoi ? Parce que la plupart des objets connectés sont mono-usage, mono-application, faible valeur émotionnelle, et passer le temps de la surprise et du côté gadget, l'objet il perd en valeur. C'est un peu ce que j'appelle le syndrome de la yaourtière. Vous connaissez les yaourtières ? C'est un truc qu'on achète encore, paraît-il d'ailleurs. Les gens de Seb m'ont dit que ça se vendait encore. Bon, c'est le truc où on fait des pots de yaourt chez soi. Hein. Mais en général, c'est tellement chiant de faire des yaourts qu'on préfère les acheter finalement tout fait dans le commerce. Et parce que c'est compliqué. C'est un peu comme l'impression 3D à la maison qui est un petit peu à l'heure aujourd'hui. Parce que c'est quand même compliqué d'imprimer. Il vaut mieux acheter les trucs tout prêts, tout du moins tant que c'est pas trop cher. Alors, il y a des analystes, là je vous laisse ça pour la culture, hein. Il y a 9 critères qui permettent, en théorie, dans les livres, de valider qu'un objet va être utilisé dans la durée. Mais c'est des critères qui sont applicables à n'importe quoi, hein. Vous pourrez les appliquer à un logiciel ou à n'importe quelle solution de start-up. En gros, il faut que ça serve à quelque chose dans la durée, il faut que ce soit propre, qu'il y ait une belle expérience utilisateur, que ce soit facile à installer. Et éventuellement, il faut qu'il y ait une API et une possibilité d'intégrer l'objet dans un environnement plus large. Et c'est les questions de base qu'il faut se poser à peu près pour tous les objets connectés ou pas quand on les met sur le marché. Alors je me suis dit aussi, tiens, qu'est-ce qu'il en est de la fameuse pyramide de Maslow ? Vous connaissez la pyramide de Maslow ? Voilà, c'est bon. Donc la pyramide de Maslow, c'est le truc de base qu'on apprend dans le management et dans le marketing. On sait que dans la vie, on a en général une hiérarchie des besoins, du vital à l'émotionnel très fort. Et alors j'en ai pris plein sur Internet, vous voyez, ça c'est juste Google Images, hein, j'en ai pris quelques-uns. C'est marrant d'ailleurs de voir la variété. Il y a celle des robots, il y a celle de l'Internet, enfin il y a plein de variantes. Et j'ai pas trouvé d'objet connecté dedans. Pour l'instant, je me dis tiens, je vais peut-être le faire, mais j'ai pas trouvé quelqu'un qui avait créé la pyramide de Maslow des objets connectés. Donc moi je vous invite, si vous êtes créatif, parce que moi je ne suis pas assez, en tout cas pour l'instant, il faut inventer la pyramide de Maslow des objets connectés pour positionner les différentes briques et les différents usages dans cette pyramide. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on met ne serait-ce que l'accès à Internet ? Alors, pour certains, l'accès à Internet, c'est tellement vital comme boire, manger, avoir un toit et les basiques de la vie, quoi, de la survie. Est-ce qu'on le met en bas ou est-ce qu'on le met plutôt en haut ? Puisque ça sert à apporter cette valeur émotionnelle des services qui sont associés. C'est une question qui se pose. Et donc, où est-ce qu'on va mettre les objets là-dedans, dans cet environnement concurrentiel ? Alors, il y a des boîtes qui se disent on a compris, on va faire des logiciels qui se comportent comme les gens et qui vont apporter cette valeur émotionnelle. Donc, exemple, Vicarious, qui est une boîte qui a été rachetée par Google, il me semble, il y a très peu de temps, et qui fait de l'intelligence artificielle avec ce qu'ils appellent des réseaux corticaux récursifs. C'est super passionnant et émotionnel, tout ça. Et donc, qui vont analyser en fait les images pour probablement améliorer à terme le rendu des recherches qu'on peut faire sur Google Images et qui pourraient, par exemple, dans un usage plutôt lié aux réseaux sociaux, améliorer la qualité du matching entre les gens, typiquement sur un mythique, ou améliorer la reconnaissance des émotions des gens quand on communique avec eux, pourquoi pas dans des scénarios de visioconférence. Et puis le pompon, il se trouve que j'ai mis à jour mon petit deck ce matin, il y a l'annonce de ce petit robot qui s'appelle Pepper. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Ça a été annoncé ce matin à Tokyo par un certain Masayoshi, je crois que c'est Masayoshi, j'ai du mal à prononcer son nom, Son, qui est le patron de SoftBank, avec un Français qui s'appelle Bruno Maisonnier, qui est le fondateur d'Aldebaran Robotics. Vous savez, le Nao qui traîne dans les couloirs ici. Et donc, Aldebaran avait dans les cartons depuis au moins 3 ans un robot qui s'appelait Roméo, qui était en fait un bipède robot d'une taille intermédiaire comme ça, comme le Asimo de Honda. Et là, ils ont annoncé au Japon, pour $2000 ou euros, je ne sais plus, un robot. Et le positionnement du robot, c'est un robot émotionnel. Et c'est très intéressant parce que c'est au Japon. Donc rappelez-vous ce que j'ai dit sur le Tamagotchi, etc. Donc ça correspond à un pays où ce n'est pas un problème de coller une valeur et une âme à un objet. Et donc ils annoncent d'emblée un robot émotionnel
dont l'émotion vient d'un logiciel qui tourne sur des technologies d'intelligence artificielle et qui est dans le cloud. Et c'est un robot de service qui est sur des roulettes. Hein. Il n'a pas de jambes, il a juste des roulettes, il peut tourner, avancer, etc. Et il a 2 petites mains et il a une tablette, vous voyez, qui est en face à lui. Et à partir de là, il est censé pouvoir apporter des services à la personne, notamment pour les personnes âgées, puisque c'est le grand Graal au Japon de s'occuper des personnes âgées. Vu qu'ils en ont beaucoup et qu'il n'y a pas d'immigration dans ce pays, ils se sont donné comme objectif depuis une trentaine d'années de mettre en place des technologies basées sur la robotique pour s'occuper des personnes âgées. Dans les pays occidentaux, on s'en fout un peu, on a plutôt de la main-d'œuvre pas chère pour s'en occuper, voire même dans d'autres pays asiatiques qu'au Japon, c'est comme ça que ça marche. Mais là, ils se sont dit, on le fait avec des robots et il n'y a pas d'immigration. Donc c'est du Le Pen plus, si vous voulez, d'un point de vue politique. Donc la robotique est liée à une vision politique du pays, finalement. Et alors ça pose une vraie question, ça. Est-ce qu'un robot peut apporter de l'émotion à un utilisateur ? Alors, j'ai vu une démo. Alors, quand vous voyez les démos sur Internet, il y a quelques vidéos qui circulent à la conf de presse. Ce matin, quand je me suis réveillé dans ma chambre d'hôtel, il y avait encore les questions-réponses en japonais de la conférence de presse. Et il y avait une voice-over en anglais sur le site d'Aldébaran, donc on pouvait comprendre les questions qui étaient posées par les journalistes japonais. Mais il n'y en a aucun qui demandait, mais votre truc, il est vraiment émotionnel. Alors, ils posaient des questions sur le go-to-market, sur le prix, sur la distribution, sur blablabla, des trucs comme ça. Mais il n'y en a aucun qui posait des questions sur est-ce que vraiment il apporte des émotions. Alors, moi, j'ai quelques doutes sur la question, mais j'attends de voir la manière dont c'est fait. Alors, il bouge, il chante, il est capable de remuer comme il faut, il est capable de danser le karaoké, puisque c'était une des démonstrations qui était faite pendant la conférence de presse, mais reste à voir ce que ça va donner dans le futur de ce point de vue-là. Donc, je crois que je m'arrête là. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Alors donc, moi, mon positionnement ici, c'est pas de vous dire c'est le bazar, ça marchera jamais. C'est de vous dire que si vous créez un objet connecté, si vous êtes entrepreneur, je crois qu'il y en a dans la salle, eh bien, pensez à ça, pensez à la manière dont vous allez ajouter de la valeur émotionnelle à cet objet. Pensez à la manière dont, notamment la notion de réseau social et la notion de relation avec les autres personnes via les objets va fonctionner avec votre objet. Et pensez à tout ce qui est justement immatériel et tout ce qui va pouvoir fonctionner dans la durée. Parce que les business models qui fonctionnent bien, dans l'Internet notamment, c'est des business models où l'usage est dans la durée. Il y a tous les jours des centaines de startups qui sont lancées dans le monde. Et les startups qui se distinguent des autres, ce sont évidemment celles qui ont ce qu'on appelle de la traction. Vous savez, cette courbe d'adoption avec un nombre d'utilisateurs qui marche comme ça. Mais ce qui compte le plus, c'est l'usage dans la durée. C'est-à-dire un usage récurrent où les gens reviennent tous les jours. Et il faut toujours se méfier, ça c'est un conseil plutôt entrepreneur que je vous donne, il faut toujours se méfier des premiers 50 000 utilisateurs, notamment en France, et 1 million aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que le premier 50 000 utilisateurs en France, c'est les geeks qui testent tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils vous testent, demain, ils testeront le voisin. Donc, s'ils testent le voisin demain, ils n'ont pas le temps de réutiliser votre produit de la veille, et donc, votre produit disparaît. Donc, vous avez votre blip avec votre article dans French Web ou Madines ou je ne sais pas quoi, et puis après, poum, il ne se passe rien. Parce que vous n'avez pas généré cet usage récurrent vraiment dans la durée. Donc, pensez à cette notion de récurrence dans l'usage, pensez à cette récurrence dans la valeur émotionnelle qui est apportée, pensez à une espèce de valeur émotionnelle accrétive, c'est-à-dire qui se complète et qui s'enrichit de jour en jour par la masse des utilisateurs qui créent le produit. Et c'est ça qui, probablement, permettra à votre objet de fonctionner dans la durée et éventuellement d'interagir avec d'autres objets. Sur ce, je vous remercie. Qui est le suivant, là ? On a du temps pour des questions, éventuellement, vu que je ne vois pas l'intervenant suivant. Mais... Des questions ou pas ? Sur les exemples ou sur des produits que j'aurais oublié de citer. Il y en a une au fond, là. Bonjour, merci, c'était très très stimulant. Je m'appelle Alban Roy, je dirige une agence de com qui s'appelle The Links, qui est d'ailleurs partenaire du Web Today. Et pas à la con, c'est ça ? Alors, il nous arrive de temps en temps de faire plaisir à nos clients. Et ça aboutit à ça, c'est ça ? Ça peut aboutir à ça, mais c'est de temps en temps très réussi, à l'image de ce que vous nous avez montré, notamment sur Cadbury. La question est la suivante. Je parle là des objets connectés pérennes qui peuvent rendre un usage sur la durée. À la table ronde précédente, il était fait référence au crowdfunding comme étant une méthode de test de ces objets. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre réflexion ? Il y a une réflexion qui est générale par rapport au crowdfunding. Le crowdfunding, ça permet de valider un début d'adoption d'une technologie ou un intérêt par le marché. Ça ne va pas forcément valider l'usage dans la durée, parce que l'usage n'est pas encore là. Les gens, ils disent je mise $150, $200 pour finalement préacheter.
en précommande un produit qui n'est pas encore disponible. Et les gens expriment la soif de l'acheter. En gros, ils sont prêts à prêter l'argent en avance. C'est un crédit à l'envers, quoi. C'est-à-dire qu'on fait crédit à l'entreprise et on a l'objet au bout de 6 mois, voire des fois 12 mois. Donc ça valide l'intérêt. Mais ça ne valide pas l'usage, il faut faire gaffe. Hein. Donc l'intérêt de valider l'intérêt, c'est que ça permet après d'aller voir des investisseurs privés, business angel ou capital risque, et pour leur dire, regardez, j'ai déjà X dizaines ou milliers de personnes qui ont précommandé mon produit, ça veut dire qu'il y a un intérêt sur le marché, donc financez-moi vraiment pour suivre. Donc c'est ce qu'on fait, les Oculus Rift. Si vous allez sur Kickstarter, vous faites le tri sur hardware ou objets connectés, vous allez voir une ribambelle de trucs. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait mon rapport du CES. Moi, quand j'ai fait mon rapport du CES, j'ai vu tous les objets sur le salon. Et après, j'ai vérifié que j'en avais pas loupé en allant sur Kickstarter. Donc, j'ai pris le ranking par levée. Et là, j'ai vu tous les produits que j'avais vus. Il y en a un ou deux. Ah, tiens, je l'ai pas vu. Ah, tiens, j'ai trouvé une imprimante 3D à la con, parce qu'elles sont toutes pareilles à peu près, que j'avais loupé. Je l'ai rajouté. Mais ça ne voulait rien dire sur l'usage. Et Kickstarter ne permet pas d'identifier un phénomène qui est très important dans le monde du numérique, c'est les phénomènes de consolidation de marché. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a une espèce de ruée vers l'or. Vous avez des dizaines de boîtes qui font la même chose. J'ai compté plus de 70 imprimantes 3D identiques sur le marché, financées par Kickstarter. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde est très intelligent en finançant 70 imprimantes, parce que ça ne crée pas d'écosystème d'avoir 70 imprimantes. Chacune va avoir un micro-marché. Les objets connectés, c'est pareil. Le nombre de capteurs de mouvement que vous mettez sur la tête, le pied, les fesses, le slip ou la main, il y en a des dizaines. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont fonctionner, même si sur Kickstarter, il y a eu quelques milliers de personnes qui l'auront adopté. Donc c'est un premier signe, mais ce n'est pas un signe suffisant. Merci. Autre question ? Bon, bah alors on va continuer. C'est toi qui suis ? Non. Ils sont où alors les suivants ? Mais ils m'attendent, ils sont où ? Ah, j'ai une question encore, monsieur. Ah ben voilà. Ils sont où les intervenants suivants ? You don't know ? Ben derrière, où ? Oui, backstage, mais backstage, il faut s'approcher là pour venir. Oui, alors, on y va ? Ouais, ma question, en fait, c'est il y a beaucoup de professionnels ici. Selon toi, en fait, quels sont les professionnels qui sont le plus à même à amener dans un projet cet aspect émotionnel ? D'une manière générale, dans le monde du numérique, et c'est valable pour les objets connectés comme pour tous les projets, c'est toujours intéressant d'avoir des équipes très variées. Donc, je vais prêcher comme d'habitude en disant il faut des gens qui ont une compétence technique pour les fondamentaux techniques, des gens qui ont une compétence ou une affinité business, ça peut être aussi un ingénieur, hein, des gens qui ont une affinité sur le design. Ça peut être des sociologues aussi. C'est très intéressant dans une équipe, alors pas forcément en tant que salarié, mais c'est très intéressant de s'associer avec un sociologue des médias ou un sociologue des usages d'une université qui ne va pas forcément être un associé dans la boîte, mais qui va apporter un regard critique, un regard un peu distant sur les choses. Bon, après, on prend pas le feedback, mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir des regards très variés. C'est très intéressant de bien se documenter sur l'état de l'art. Le phénomène le plus courant qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, notamment chez les très jeunes, c'est qu'ils ont tendance à foncer tête baissée, à inventer des trucs qui ont déjà été inventés 15 fois. Et moi, ça m'énerve un petit peu, non pas parce que c'est bête, mais parce qu'en fait, c'est une perte de temps. Il vaut mieux passer un peu plus de temps pour analyser l'existant, non pas pour s'arrêter et dire, bon, bah ok, ça existe déjà, donc je ne fais pas, mais pour comprendre ce qui existe et comprendre comment on l'améliore. Si tu ne connais pas ce qui existe, tu ne l'amélioreras pas, donc tu feras un MeToo, donc tu ne vas pas gagner. Si par contre, tu identifies que dans les objets qu'on a vus, là, il y en a plein qui sont tous pareils et ils ont tous le même défaut, tu dis, bah, moi, je vais corriger le défaut. Et je me lance, et là, je fais le logiciel qui tue avec de l'intelligence artificielle, avec je ne sais pas quoi, ou des contenus, ou avec du social, qui fait que mon objet, il va apporter cette valeur émotionnelle ou une autre valeur que les autres n'ont pas. Donc, tu vois, donc il faut le faire en ayant un regard à 360 degrés. Après, il faut se poser des questions sur le business model. Pourquoi l'émotionnel est important ? Il y a une raison toute bête aussi, c'est la raison du business model. Le business model des objets aujourd'hui, c'est un business à la con aussi, parce que la plupart des objets qui sont vendus aujourd'hui, c'est des business où l'objet est vendu une fois, alors $50, $100, $150, et il n'y a pas de récurrent. Si, par contre, votre objet il est associé à une valeur qui est récurrente et une valeur qui est nouvelle, bah, vous pouvez éventuellement vendre un abonnement, comme on a sur certains services en ligne ou Dropbox. Dropbox, ce n'est pas émotionnel, pourtant il y a un abonnement. Donc il y a un lien entre des éléments qui sont purement sociologiques et des éléments de business model. Donc ça explique pourquoi il faut avoir des équipes avec un cerveau ou plusieurs cerveaux permettant d'aboutir à ce type de raisonnement. Bon, bah, vous êtes fatigués, hein, on va bientôt manger, donc au suivant. Alors ils sont où les suivants ? Bah, alors ils arrivent, hein, il faut me virer, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Merci. Hein.